Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Spotlight Carrosserie. Je lance aujourd'hui le tout premier épisode de 2026 et déjà, j'entame la 4e année du podcast. Merci sincèrement d'être toujours aussi présent à nous écouter épisode après épisode et c'est grâce à vous que le Spotlight Carrosserie continue à grandir. Pour cette nouvelle année, je vous propose quelques nouveautés, un nouveau jingle, une nouvelle façon de mettre en valeur mes commanditaires et une façon différente de vous présenter mes invités. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à l'infolette et au magazine L'Autosphère afin de suivre toute l'actualité de notre industrie. Et bien sûr, tous les commanditaires seront dans la description de cette vidéo. On commence l'année en force avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons, la réparabilité des batteries des véhicules électriques. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir M. Guy Lescarbot, directeur des opérations et du développement des affaires chez Unipièces, ainsi que M. Guillaume André, copropriétaire chez Ingenex. Bon podcast! Ils ont été les premiers à commanditer le podcast. Vous les connaissez. Évaluation Concept, une firme d'estimation indépendante qui se démarque par son expertise dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Si vous êtes carrossier, Évaluation Concept vous offre un service d'assistance sur mesure. Leur équipe d'estimateurs certifiée par le GAA est équipée de tous les outils nécessaires pour rédiger vos devis avec précision et rapidité. Si vous avez besoin de soutien au niveau de l'estimation ou vous souhaitez en savoir plus sur le service d'assistance carrossier, je vous invite à écrire à info@commercialevaluationconcept.com. Je vous invite aussi à visiter leur site web où vous trouverez la présentation complète de leurs services, allant des évaluations de fin de taxe aux analyses de valeur marchande, afin de répondre à vos besoins avec précision et expertise. Avec Évaluation Concept, vous avez accès à une expertise fiable, indépendante et parfaitement adaptée aux réalités de l'industrie. Pièces Auto Hatpack sont bien plus qu'un fournisseur de pièces. C'est la première entreprise québécoise à avoir importé des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Leur engagement envers l'industrie locale et leur souci de répondre aux besoins des carrossiers font d'eux un acteur incontournable. Que vous soyez à la recherche d'une pièce certifiée CAPA ou non, Pièces Auto Hatpack vous offre une vaste sélection de produits choisis pour leur qualité et leur conformité. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter leur site Internet ou à les contacter directement au 1-800-363-9339. Leur équipe sera vous guider avec professionnalisme et efficacité tout en vous offrant un service flexible et adapté selon vos besoins. Merci à Pièces Auto Hatpack de soutenir le podcast et de contribuer à faire rayonner notre passion pour l'excellence en réparation automobile. Bonjour messieurs et avant tout, merci de votre temps et votre participation au podcast. Pour mettre un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent, récemment, vos deux entreprises ont conclu une association et Guy m'a contacté pour qu'on puisse prendre un moment ensemble sur le podcast afin d'expliquer cette collaboration, mais aussi pour parler des services qui sont offerts chez Ingenex. Donc, premièrement, bonjour. Comment ça va? Très bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Ça va bien. Guy, est-ce que tu veux nous raconter comment est-ce que tu as découvert Ingenex? Comment est-ce que vous avez créé cette association-là entre vous deux? Mais toi, tu es en fonction des relations ou des contacts qu'on a dans l'industrie. Effectivement. Avec les années. J'ai vu Guillaume à télévision dans l'émission RPM que tout le monde regarde probablement assidûment. Mm-hmm. Et puis, il a réalisé 2 transformations sur des autos de mon époque, ce qu'on appelle des muscle cars. Okay. Il les a pris, puis il les a modifiés en véhicules électriques. Okay. Puis ça m'a attiré l'attention. C'est la première fois que j'ai, pas rencontré, mais que j'ai vu Guillaume, mais c'est par l'entremise de la télévision. Ça m'a chatouillé un petit peu. Okay. Il était en contact avec plusieurs personnes dans l'industrie, carrossiers, concessionnaires et même assureurs. Il y a certains assureurs qui ont commencé à regarder, à trouver des solutions avec le mouvement des véhicules électriques et ce qui s'en vient sur le marché. Oui. Fait que ça nous a un petit peu intéressés. De là, de fil en aiguille, on a pris contact avec Guillaume, puis à 2 ou 3 reprises, on a été visiter les lieux avec tout le groupe chez nous, parce qu'on a 10 courtiers qui font du terrain au service des carrossiers. Puis Unipièces étant dans l'aftermarket depuis 28 ans, du moins dans la distribution des pièces, notre raison de vivre, nous autres, c'est les carrossiers. Mm-hmm. Fait qu'on cherche toujours la solution ou la façon d'être les meilleurs, de les encadrer, leur faciliter le travail, parce que le nerf de la guerre, c'est le temps de cycle. Et puis, l'opportunité des véhicules électriques avec Guillaume, ça nous donnait une perspective de rajouter un service de l'encadrement à nos carrossiers.
Bon, on sait qu'il y a de la certification qui se fait, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais si on peut sauver 2 véhicules sur 10, là, ça peut être plus ou moins tout dépendant, à cause des services d'encadrement puis de l'innovation de Ingenex. Mais pour nous autres, c'est une belle opportunité de prendre une entente ensemble pour être en mesure d'offrir ces services-là. Fait que c'est un petit peu ça. Wow! C'est une belle initiative. En fait, ça montre la collaboration de l'expertise. Puis ça, c'est vraiment une belle initiative de votre part. Mais tout à fait. Puis le mérite vient toujours à Claude Zalac parce que c'est le propriétaire, le président puis le décideur là-dedans. Mais Claude étant bien avant-gardiste, visionnaire dans ses façons de penser ou de faire les choses, fait que ça nous propulse toujours en avant pour découvrir justement les moyens ou les façons d'arriver à donner l'encadrement, comme je disais, aux carrossiers. Puis en même temps, ça fait une promotion aussi à Ingenex, mais pourquoi pas travailler avec les meilleurs, en fin de compte, pour développer les meilleures choses dans l'industrie. Hein. C'est un petit peu ça. Exact. C'est surtout que le fit est bon parce que, on est 2 entreprises qui sont quand même différentes du reste de l'industrie. Tu sais, Unipièce, quand même, courtier en pièces, c'est un modèle d'affaires qui est peu répandu, là, est quand même assez unique. Puis nous aussi, Ingenex, c'est un peu ça, on est une bébite un peu dans cette industrie-là. Recycleur automobile, que de véhicules électriques intérieurs. Bien sûr que nous, notre but, c'est de faire d'autres choses avec les composantes comme les moteurs, les batteries. Là, on se retrouve avec plein de pièces de carrosserie, plein de pièces de mécanique. Puis là, c'est pour ça que le fit est bon aussi, parce que eux, ben, vont avoir plus d'offres, surtout pour les véhicules électriques. Puis nous, ben, ça nous permet de vraiment avoir aussi un canal pour distribuer ces pièces-là, parce que, honnêtement, on a eu de la difficulté à se faire accepter, on va dire, dans le monde du recyclage et la distribution des pièces usagées. Là, un nouveau joueur arrivé, ça n'a pas été facile de rentrer dans cette industrie-là, on va dire. Là. Puis là, on va en reparler de ce qui est Ingenex également, un petit peu plus tard, mais avant de parler de ce qui est Ingenex, j'aimerais ça qu'on parle de toi, parce que, tu sais, on te connaît, mais on te connaît pas. Tu sais, qu'est-ce qui est ton parcours? Est-ce que tu es capable de nous expliquer un petit peu rapidement, là, tu sais, comme où est-ce que tout ça a commencé pour toi? Ouais. Ben, c'était un peu atypique là, quand même là, comme parcours. Ça a commencé tout jeune. Là. Mon père m'a acheté un mini trail qui était pas en fonction, qui était défectueux, qu'il fallait que je le répare moi-même pour le remettre en marche pour aller me promener. Fait que j'ai appris la mécanique très jeune, comme à 12 ans. Puis ça a été le meilleur apprentissage, apprendre par moi-même, finalement. Donc là, j'ai réparé ce mini-trail-là, puis j'ai toujours fait de la mécanique depuis que j'ai 12 ans. Donc là, mon père, ça a été ça. Même avant d'avoir mon permis, j'ai réparé mon premier véhicule. J'ai acheté mon véhicule, je l'ai réparé, puis là, quand j'ai eu mon permis, je pouvais me promener avec. Donc, mon père avait un magasin de pièces automobiles, donc en distribution de pièces d'auto, donc dans les garages, dans les concessionnaires. OK. Et puis, j'ai toujours, étant jeune, gravité autour de ça, puis j'étais toujours, je passais mes soirs, puis quasiment mes fins de semaine là, dans le magasin de pièces d'auto, puis je tripais. Donc, je savais un peu ce que je voulais faire dans la vie, donc après mon secondaire. Ouais, c'est ça. Après mon secondaire 5, j'ai commencé un cours en DEP mécanique, mais je me suis un petit peu ennuyé. Donc, après quelques mois, j'ai décidé d'aller travailler à temps plein au magasin de pièces auto. OK. Puis là, ben, j'ai fait à peu près toutes les tâches possibles. Donc, oui, la livraison, après ça, la commis aux pièces dans l'entrepôt. Puis là, je me suis mis à développer. On a grossi rapidement après ça le magasin de pièces auto. OK. Donc, en l'espace de 5 ans, on a comme quasiment triplé, là, donc le chiffre d'affaires, tout ça, même la... Donc, puis je voulais vraiment tout le temps comme continuer à développer. Puis après ça, en 2013, j'ai acheté mon premier véhicule électrique. Donc, c'est une Chevrolet Volt, c'est un hybride branchable. OK. Puis avant, les véhicules électriques, ça ne me parlait pas du tout. Mais là, quand j'ai tombé là-dessus, je faisais déjà de la mécanique chez nous. Moi, j'avais un garage, ma première maison, j'ai acheté à 19 ans. C'est un garage, 2 portes, un pit, un lift, puis la petite maison à côté. Fait que c'est vraiment un garage commercial, ma première maison. Le garage et son garde-robe. C'est ça. Fait que là, je faisais vraiment comme de la mécanique tout le temps, le soir, fin de semaine, en plus de travailler au magasin de pièces d'auto. Fait que c'était vraiment une passion là, pour moi. Puis, fait que j'ai toujours acheté des véhicules comme accidentés que j'ai remontés. J'écoutais aussi à la carrosserie, à la mécanique. Puis là, quand j'ai tombé sur les véhicules électriques en 2013, c'est là que j'ai vraiment trippé parce que ça relie le côté électrique, mécanique,
Donc, j'ai vraiment trippé sur cette mécanique-là, puis après ça, c'est là que ça a parti. Ensuite, j'ai parti véhicule électrique Simon-André. Ça, c'était en 2015. C'est qui Simon-André? Mon père. Ah, c'est ton père. Okay. Dans sa partie du magasin de pièces automobiles qui s'appelait Pièces d'Auto Simon-André. J'ai parti véhicule électrique Simon-André dans la même compagnie, mais qui était une division séparée. Donc, on se spécialisait dans la vente, mais aussi dans la réparation de véhicules, autant carrosserie et que mécanique, que de véhicules électriques encore là. Puis après ça, c'est en 2000, là, faut pas que je me trompe dans mes dates. C'est pas grave. 2020 que j'ai commencé dans l'entreprise de véhicules électriques, j'ai commencé à faire plus de développement, de l'ingénierie, à faire des projets. Puis en 2020, on a fait une division plus d'ingénierie dans véhicules électriques Simon-André. Puis j'ai commencé à engager des ingénieurs électriques, puis à faire des projets, modifier les voitures, faire des projets de conversion. Donc là, on a parti Ingenext et puis avec mon partenaire Hugo, qui était lui ingénieur à un autre endroit. Puis quand on a commencé à travailler ensemble sur des projets, le fit a été super bon. Donc lui, il avait vraiment une connaissance différente de la mienne. Puis là, c'est là qu'on a décidé de... Lui, il a lâché sa job comme ingénieur, directeur de l'ingénierie, puis il est venu partir Ingenext avec moi. Donc, c'est de là que c'est parti. Vous avez fait le grand saut. Ouais. En 2020, en pleine pandémie. En pleine COVID. Ouais. Puis, Ingenext, là, j'essaie de résumer ça là, le mieux possible. Là. On a 3 axes. OK? Le premier axe, c'est recycleur automobile. Donc, on achète plein de véhicules électriques perte totale pour les pièces. Donc, le deuxième axe, c'est les projets de conversion. Donc, on fait des projets de conversion de véhicules hors route, des mandats d'ingénierie, des mandats plus, toujours dans les véhicules électriques, là, bien sûr, mais pour des grosses compagnies, des fois, on fait des mandats. Et sinon, le troisième axe, c'est plus les modules électroniques. Donc, c'est à partir de là aussi à la base. Donc, les modules pour modifier les Tesla. Donc, on est la seule compagnie qui vend des modules pour modifier les Tesla, augmenter la performance. On ajoute aussi des fonctionnalités. Puis ça fonctionne encore super bien aujourd'hui. Puis aussi, les modules, on a des contrôleurs, exemple, pour être capable de récupérer les composantes comme les batteries, les moteurs, pour faire des projets de conversion. Donc, on réutilise des moteurs, des batteries de plein de types de voitures pour que les entreprises puissent faire ces projets-là. C'est comme en Europe, ils veulent récupérer des batteries de véhicules électriques pour faire du storage d'énergie. On a des contrôleurs pour ça. Donc, c'est pas mal ça, les 3 axes. Puis c'est super aussi complémentaire. Ça prend les 3. Donc, on source nos pièces pour faire des conversions avec recycleur. Puis avec tous nos modules électroniques, c'est là qu'on est capable de faire des projets de conversion. Tu te spécialises plus dans le Tesla, c'est ce que je comprends? Tesla est quand même un de nos grosses parts de marché, on va dire, parce que oui, on est parti à la base en offrant des modules pour booster les Tesla. Oui, c'est ça. Mais excuse de te couper, mais il s'est produit une situation, puis il t'en parlera pas, mais Guillaume, il y a des records de vitesse. J'ai entendu sur le podcast. Oui, il y a un record de vitesse d'avoir modifié une Tesla, puis ça l'a chatouillé Tesla. Fait que prends une minute ou deux pour compter ton expérience avec les records battus, mais c'est à partir de là. Fait que les modifications qui parlent tantôt, là, ça peut aller loin. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Tu sais, on a toujours eu quand même, j'ai toujours eu un peu cette relation amoureuse-là, un peu avec Tesla. J'adore le produit, mais il y a des choses que j'aime pas. Mm-hmm. Il y a des choses qui s'améliorent, des choses qui changent, mais je pense que c'est bon des fois de mettre au grand jour certaines choses, certaines aberrations, pour faire changer les choses. Exact. Puis ça, on le fait depuis quand même un bout. Mm-hmm. On fait bouger les choses en faisant des fois des stunts, des choses comme ça. Donc, mais Tesla, ce qui est arrivé, c'est que cette fois-là, c'est en 2022, on a battu un record de vitesse qui reste encore aujourd'hui imbattu. C'est avec la Tesla Plaid, mon véhicule personnel de tous les jours. Qu'on a modifié. On a modifié le logiciel, on a pris le contrôle des moteurs. Donc, c'est une technologie qu'on maîtrisait de prendre le contrôle des moteurs. Donc, on a répliqué ça. Puis, on a poussé la vitesse jusqu'à 347 km/h. Donc, 216 000 à l'heure. À cette époque-là, la limite que ce véhicule-là pouvait atteindre, c'était 270 km/h.
Donc, c'est tout qu'une différence, là, qu'on parle là. C'est pas loin de 90 km/h de plus, là. Donc, 80 km/h de plus. Donc, c'est énorme. Puis le pilote, c'était lui. Ça n'a pas d'allure. Comme l'auto est faite et conçue pour que tout est relié entre eux autres. Fait que là, si je comprends que tu rajoutes quelque chose, une puissance dans le moteur, mettons, on va dire ça comme ça, là. Sauf que le restant n'est pas prêt pour cette situation-là. Là, non, t'sais. mais là, on avait modifié les pneus donc, ouais. pour pouvoir atteindre pas loin de cette vitesse-là. Mon but n'était pas de me rendre à 347 km/h, c'est juste que sur le coup de l'émotion, j'ai voulu... Un petit kick. Je m'étais gardé 1,5 km pour freiner, puis finalement, j'ai changé d'idée en cours de route, j'ai gardé 1 km pour le freinage. Donc, j'ai eu 2 km. Cela dit, c'était sur la piste de l'aéroport de Trois-Rivières, c'était préparé, il y avait les pompiers, il y avait les ambulances, il y avait quand même... C'était vraiment bien préparé. J'avais quand même mon casque et mon saut de course. Donc, mais quand même, c'est ça. L'auto n'est pas faite pour aller à cette vitesse-là. Donc, il y avait les pneus qu'on avait modifiés et les freins. Okay. Les freins, même s'ils étaient modifiés, j'ai scrappé sur cette run-là. C'est sûr. Donc, mais après on va dire cet exploit-là, il y avait même un journaliste connu dans le monde de l'électrique, Fred Lambert de Electrek, qui est venu pour filmer ça puis être témoin de l'événement. Ouais. Est-ce qu'on peut voir ça à quelque part? Oui, sur YouTube. Ouais, sur le site d'Electrek aussi. Okay. Donc, il y a plusieurs endroits. Sinon, on recherche Google simple. Il y a plusieurs articles. Il y a beaucoup de médias qui ont repris la nouvelle. Ouais. Puis, ça n'a pas été long. Là. Je pense 2 jours après, on a été contacté par Tesla, un très haut placé chez Tesla. Puis, il voulait nous parler au téléphone. Fait qu'on a parlé. Il nous a félicité. Bravo les gars, c'est vraiment cool ce que vous avez fait. On n'a jamais poussé ce véhicule-là à cette vitesse-là, donc c'est bien que vous l'ayez fait, mais on veut vraiment s'assurer que vous n'allez jamais vendre cette modification-là. Ben là, c'est sûr. Hein. Fait que, baby, effectivement, on était d'accord. Non, on est d'accord, c'est vraiment dangereux. On ne fera plus ça. T'as-tu on peur? Le vendra pas. Non, sur le moment, non, mais d'aller à cette vitesse-là, d'accélérer, ça me faisait pas peur, c'est le freinage. Oui, c'est ça. C'est vraiment ralenti. C'est une masse. Ça pèse 6000 livres, cette voiture-là. Puis 6000 livres qui se déplace à 347 km/h. Puis surtout, j'avais perdu toutes les, mettons, là, les freins régénératifs. J'avais perdu l'ABS, StabiliTrak, toutes les aides à la conduite. Fait que là, c'était un peu... Je veux dire, je doute pas de tes performances en tant que conducteur, mais t'es pas un pilote professionnel, là. Je veux dire, t'es un gars normal, là, qui est juste passionné d'auto, là. C'est ça, tu sais, pilote amateur, là. Ouais, c'est donc, ça. Non, effectivement, mais dans la ligne droite, là. au moins. Ouais, hein? quand même. Mais je connaissais l'auto, je connaissais sa réaction, puis j'avais quand même un bon plusieurs centaines de mètres en sable au cas où. Okay. T'as dit avoir une méchante shot d'adrénaline, par exemple. Oui, vraiment. Quand on a vu la vitesse, là, quand j'ai dit après ça aux gens la vitesse qu'on a atteint, là, c'était vraiment l'euphorie, c'était vraiment cool. Là, tu le vois dans le dash, tu sais, il n'y avait pas genre un radar de vitesse ou quoi de même, là. Non, c'était vraiment, on a pris la limite, on a pris une dashcam à l'intérieur. Okay. Puis aussi, pour officialiser tout ça, on avait tout logué l'auto. Donc, loguer, c'est prendre tout, enregistrer les réseaux de communication, les données de l'auto. Les capteurs, okay. Ouais. Puis on était aussi, on a offert à Tesla de partager ça, puis ils ont trouvé ça vraiment utile parce qu'on leur a dit on peut partager toutes les données. Donc on avait toute la puissance, les températures des moteurs, des batteries. Donc là, eux autres, ils étaient vraiment contents d'avoir ces infos-là pour regarder comment il s'est comporté l'auto. Puis pour enchérir, quand tu as vu l'émission de télévision avec Guillaume, quand tu entends parler de les performances, puis tu peux le visionner sur YouTube, quand tu visites l'entreprise, tu rencontres les gens qui y travaillent, tu regardes les installations, 25 ou 30 000 pieds carrés. 33 000 pieds carrés. 33 000 pieds carrés, c'est pas rien, avec toutes les pièces. Le travail qu'ils font du développement aussi, qui va te parler sûrement tantôt. Fait que c'était difficile pour Unipièce de passer à côté de tout ça, en fin de compte. Fait que... Puis d'ailleurs, tu as visité les lieux. J'ai adoré. J'aurais refait le tour. Ouais, tu sais, mais c'était un peu ça. Ouais, exact. Fait que... Il me semble que j'avais d'autres
questions. Tu sais, j'ai tourné. Je te voyais, tu me regardais, tu avais comme plein de questions pour moi. J'étais comme, non, mais attends. Ah oui? Fondée en 1988 à Vancouver, en Colombie-Britannique, Pièces Auto Avantage est une entreprise multinationale exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dotée d'une équipe de conseillers au développement des affaires sur le terrain qui représente plus de 3000 fournisseurs de pièces d'origine. Leur objectif est d'optimiser la chaîne d'approvisionnement des pièces d'origine en s'appuyant sur des intégrations avancées avec des systèmes de gestion de carrosserie et sur des recherches BO performantes. En 2026, ils continueront à vous surprendre par leur innovation et leur efficacité. N'hésitez pas à les contacter. Technocombustion GMS, c'est l'équipe qui voit passer toutes les cabines de peinture, américaines, canadiennes, italiennes et surtout les GFS. Ils connaissent vos vieilles cabines et ils savent exactement pourquoi votre prochaine cabine devrait être une GFS. Leurs techniciens sont dans les shops tous les jours. Ils voient où ça bloque, pourquoi ça retarde les livraisons et ce qui fait vraiment gagner du temps et de l'argent. Si votre cabine commence à vous coûter plus cher que ce qu'elle vous rapporte, parlez-en avant de remettre des milliers de dollars dans cette cabine. Rendez-vous sur gmstc.ca ou sur les réseaux sociaux de GMS pour planifier une visite de votre cabine et jaser de votre prochaine GFS. Quand on a fait la visite chez Ingenex, on va parler de la réparabilité des batteries, là, mais il y a quelque chose que tu fais aussi, c'est la vente de pièces similaires pour Tesla. Ouais. Puis ça m'a marqué parce que je te trouve courageux d'avoir réfléchi à ça puis d'avoir osé le faire parce que je vais t'expliquer un peu, c'est que, tu sais, l'AIA a travaillé pour le Right to Repair, là, mais Tesla, c'est comme une vraie chasse gardée, tu sais, ils gardent leur information à l'interne, t'as pas accès à rien, puis toi, t'as quand même été dans cette direction-là, puis ça, je te trouve courageux d'avoir fait ça, puis d'amener l'industrie à dire, ben écoute, ça peut se faire pour Tesla aussi des pièces similaires. Ben, tu sais, je dis, on fait changer les choses aussi, là. Je suis allé avec l'AIA rencontrer Tesla à Laval, et il y avait les gens de la Californie qui s'occupaient de toute le service manuel, puis le logiciel après ça pour la réparation dans l'après-marché qui était là. Donc, j'ai participé aussi à ça. Puis c'est sûr que ça a contribué quand même à leur mettre de la pression là, de offrir, je veux dire, toute la documentation nécessaire pour que les gens puissent se réparer eux-mêmes. Mais ça a vraiment changé énormément. Tesla, au début, c'est ça, gardait beaucoup l'information pour eux autres, était très fermé. Mais aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Tesla, c'est vraiment un leader, c'est ceux qui montrent la voie à ce que devrait être l'industrie de l'après-marché. Pas dans la distribution de pièces, par contre, mais dans la façon je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel, même particulier, pourrait quasiment réparer son Tesla lui-même. Il y a accès, le service manuel, c'est gratuit en ligne, disponible à tout le monde. Le logiciel, tu peux payer par jour. Tu as une grosse partie déjà dans l'écran que le consommateur a accès à tout ça. Donc, Tesla ont vraiment là, fait un gros virage. Ça, il faut que je leur donne bravo pour ça. Il reste encore du travail à faire, mais ça s'améliore. La disponibilité des pièces, il y avait beaucoup de pièces qui n'étaient pas disponibles. Puis ça, ils ont débloqué certaines pièces. Même les pièces de carrosserie, c'était vraiment juste les garages certifiés. Puis maintenant, toutes les pièces de carrosserie, tu n'as plus besoin d'être certifié, tu peux les acheter. Donc, ça aussi, c'est bien. Fait que j'encourage ça. Donc, ce côté-là, c'est vraiment une bonne chose, je trouve. Mais la distribution de pièces, encore là, ils n'ont pas de magasin. Tu ne peux pas aller acheter tes pièces. Puis les garages, c'est vraiment dans l'après-marché, c'est vraiment les garages, c'était un problème d'acheter des pièces pour leur clientèle. Moi, j'ai vu l'opportunité. Donc, ce que Tesla ne fait pas, je vais le prendre. Je vais offrir des pièces autant d'origine, de remplacement, que des pièces d'après-marché. Mais c'est pas seulement juste Tesla, de d'autres produits aussi que tu offres en disponibilité. Ben, on a toutes les pièces usagées aussi pour plein de marques modèles de voitures électriques, mais on a quelques pièces quand même, frein de direction, suspension pour d'autres marques, exemple Chevrolet Bolt et Nissan Leaf, tout ça, mais il y a déjà un réseau de distribution bien installé dans l'après-marché. Et dans les concessionnaires. Donc, les garages peuvent appeler au concessionnaire. Puis il y a, exemple, l'entremise d'Unipièces qui vont négocier des rabais, des escomptes, tout ça. Puis, fait que ça, c'était possible. Mais avec Tesla, c'était pas possible. C'est difficile. Vous l'avez vécu aussi. Puis même, moi, avec véhicule électrique Simon-André, le garage de mécanique, là, au début, j'ai acheté mes pièces chez un concessionnaire, un centre de service Tesla. Mais du jour au lendemain, ils m'ont barré la porte là,
pas parce que à cause de moi, mais juste parce que ils ont décidé, ça va être tout en ligne maintenant, puis on garde nos pièces dans nos centres de service, c'est pour notre clientèle et pas pour servir les garages. Mais là, ça, c'était un peu une erreur. Mais là, après ça, bon, il y a le site les garages peuvent commander en ligne, mais il n'y a pas d'escompte, donc ils payent le même prix que le consommateur. Avec ça, pour l'après-marché, c'était vraiment problématique, puis c'est là que j'ai vu l'opportunité de faire ça. Comment tu fais? À quel moment? Comment tu réfléchis à dire je vais trouver des pièces similaires pour les Tesla? Tu sais, je veux dire, tu trouves un fabricant, comment tu fais pour les avoir, ces pièces-là? Mais là, je veux pas dire ma recette. Okay. Non, c'est pas très sorcier, mais tu sais, j'ai de l'expérience. Je viens du domaine de la distribution des pièces automobiles. J'ai travaillé là-dedans. J'avais 18 ans, fait que j'ai grandi là-dedans. Fait que j'avais quand même des contacts, mais aussi des réflexes, on va dire, d'aller chercher de l'information. Donc, puis là, tu sais, en Asie, il y a beaucoup d'usines qui fabriquent des pièces pour Tesla. Puis Tesla, eux autres, c'est pas comme mettons, on va dire un Chevrolet ou un Honda de ce monde. Il va pas négocier des ententes d'exclusivité, bien souvent pour ses pièces. Eux autres, ils négocient des ententes avec des fabricants. Ils veulent avoir le meilleur prix possible. Mais le reste, après ça, c'est assez lousse, on va dire, que cette usine-là pourrait vendre aussi à d'autres. Okay. Donc, c'est là un peu l'opportunité que dans les pièces similaires ou les pièces d'origine, donc qu'on peut aller acheter ces pièces-là chez le même fabricant. Donc, c'est un peu ça le principe, finalement. C'est de trouver un réseau de contacts puis des personnes en Asie qui ont accès à toute cette distribution de pièces-là. Puis, tu as des clients? Tu sais, tu as des gens qui veulent se procurer des pièces similaires, tu sais, qui ne sont pas complètement fermés à la pièce OEM, mettons, tu sais? Oui, c'est surtout dans les garages de mécanique automobile. Là. Okay. Tout ce qui est, justement, les bras de suspension. Tu sais, c'est un super bon exemple, là, les knuckles là, en arrière, là, le porte-fusée en français, tu mets ton exemple de modèle Y, chez Tesla, ça se vend 900$. Puis nous, on l'offre pour comme 450, 500$, le même d'origine. Ouais. Donc, fait que là, ça permet là, de faire un profit sur la pièce quand même, puis en l'offrir aux clients, tout ça, puis nous, on a fait la garantie. Fait que ça, c'est un exemple. C'est sûr, dans le monde de la carrosserie, c'est différent. Tesla font eux-mêmes leurs pièces de carrosserie, donc j'ai pas accès à ça, c'est dans leur usine. Donc moi j'ai des pièces de carrosserie similaires, mais ça ouvre quand même la porte à avoir du similaire. Donc on a dans le monde de la carrosserie, on a de l'usager, mais aussi du similaire. Ben, c'est une belle opportunité pour donner des solutions aux assureurs. Contrôler les coûts moyens versus les primes d'assurance. Ouais. Tu sais, souvent, on dit, c'est nous autres, les assurés, qui payent la facture. Puis avec les véhicules électriques, avec les coûts que ça représente, c'est monstrueux. Fait que c'est une belle solution, en fin de compte, ou une belle opportunité d'utiliser les services de Guillaume. Exactement. Puis, tu sais, je pense qu'il y a ça répond à plein de besoins. Il n'y a pas nécessairement tous les clients qui sont prêts à mettre ce montant-là pour des pièces aussi. Tu sais, je donne un exemple, comme tu disais tantôt, là, le monsieur qui serait capable de faire sa réparation lui-même, là, tu sais, s'il est capable de trouver qu'il faut juste remplacer puis que l'auto l'informe de comment il peut remplacer cette pièce-là, il peut magasiner ces pièces puis aller chercher des pièces chez vous directement. Oui, il y en a certains. On a quand même certains clients particuliers, mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Mais non. Même il y en a de moins en moins de ce genre de personnes-là qui vont faire eux-mêmes leur mécanique. Pourtant, il y a de plus en plus de vidéos en ligne, comment faire, tout ça. Mais les nouvelles générations, c'est plus d'aller au garage que de faire la mécanique par eux-mêmes. Mais je trouve que c'est vraiment, par exemple, le gagnant là-dedans, c'est le garage ou le carrossier. Des fois, le carrossier a les mains un peu plus liées quand c'est une job d'assurance, puis surtout quand il y a la valeur à neuf. Mais même l'assuré, parce que quand il y a une perte totale qui est déclarée, tu sais, on vit des situations, un petit dommage sur une batterie qui est comme pas grand-chose, puis que ça incite l'assureur à mettre le véhicule en perte totale. Là, l'assuré, il est coincé pour remplacer son auto. Les dépréciations qui sont subies avec la valeur qui est remboursée, c'est pas toujours nécessairement à l'avantage de l'assuré parce que ça peut occasionner des frais additionnels d'une certaine façon. Fait que l'opportunité est là. Mais là, il s'agit
que toutes les entreprises s'arriment dans une façon de fonctionner ou de voir les choses pour arriver à ces solutions-là. C'est un peu ça. Hein. Puis c'est à l'intérêt de tout le monde. Puis je t'explique pourquoi. Parce que plus qu'on va les scraper puis qu'on va les mettre perte totale, moins qu'on va avoir de véhicules dans nos ateliers qui vont être réparés et moins chaque entreprise va être impliquée dans ces dossiers de réclamation-là. Exact. Donc, c'est à l'avantage de toute l'industrie complète de faire les réparations au lieu du remplacement de ces batteries-là et de les faire réparer dans les ateliers des gens. Et là, c'est le sujet sur lequel je voulais vous apporter parce que, à mon opinion personnelle, je trouve que quand les véhicules électriques sont arrivés sur les routes du Québec, l'après-marché n'a pas nécessairement été considéré dans ce mouvement-là. Ça a été une super initiative au niveau environnemental et écologique, sauf que l'après-marché n'a pas été consulté dans le sens où le fait que l'après-marché n'est pas nécessairement reconnu auprès des gouvernements, ils n'ont pas tenu compte qu'une fois que le véhicule était livré, vendu, mettons, aux consommateurs, on devait être capable de les entretenir et de les réparer, ces véhicules-là. Donc, ce que ça a fait, c'est que les ateliers de mécanique, de carrosserie, les concessionnaires n'étaient pas formés, n'avaient pas nécessairement les installations pour pouvoir les entretenir et les réparer. Et ça l'a fait en sorte qu'on a dû se réinventer en tant qu'industrie pour savoir comment être capable de desservir les consommateurs à travers ce nouveau changement-là. Et on a eu des entreprises qui se sont démarquées, dont la tienne, qui ont été capables de créer des solutions innovateurs et des ci, des ça. Mais tu sais, toi, comment ça le fait? Tu sais, comment t'as pensé à dire, ben ça se répare des batteries, tu sais, au lieu de les remplacer? C'est quoi le déclic que t'as eu? Ben c'est vraiment avec le garage véhicules électriques Simon-André. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'achetais des véhicules perte totale ou légèrement accidentés que je réparais. Ouais. Puis je voyais le prix des pièces, que c'était une aberration, bien souvent. C'est cher, ça n'a pas d'allure. Puis après ça, il y a des clients qui venaient chez nous, avec ces véhicules-là, puis il y avait un problème, exemple, avec la batterie. C'est on va dire un capteur de température dans la batterie qui était problématique. Ben, le manufacturier n'offre pas le remplacement de ce capteur-là. Donc, ça prend une batterie complète, ça coûte 20 000 C'est une aberration, c'est complètement ridicule. Je veux dire, attends, là, on va le changer. Le capteur de température, là, ça coûte 25 cents la pièce, là, puis on va couper les fils, on va souder, on va faire une belle job propre, on va arranger ça. Fait que c'est ce genre de mentalité-là de dire ça se répare. Je veux dire, c'est pas une bombe atomique, là. Une batterie, je veux dire, oui, ça prend des précautions, ça prend des gens qui connaissent ça, mais il y a des façons de faire. Il y a des, je veux dire, surtout si tu as une équipe d'ingénieurs en arrière de toi qui peuvent te supporter là-dedans, ben il faut trouver des solutions. C'est le genre d'aberration que je trouvais épouvantable. Même chose avec les moteurs. Et des fois, on remplaçait un moteur qui valait 10 000 $ juste parce qu'il y avait un roulement à l'intérieur qui était fini, il fallait remplacer. Puis cette pièce-là n'est pas disponible chez les concessionnaires. Fait que ça prend un moteur, ça coûte 10 000, plus la main-d'œuvre, ça coûte 12 000. Ça fait aucun sens, là. Donc, faut être capable d'ouvrir les composantes puis de les réparer. Puis moi, mon combat, c'est un peu ça, de dire il faut que les manufacturiers, même le right to repair, le droit à la réparation, faut rendre des pièces encore plus deep, on va dire, encore plus... pour les réparer, exemple, une pièce électronique, il faut que les composantes à l'intérieur soient disponibles. Une batterie, il faut que certaines composantes les rendent disponibles. Que tu puisses avoir accès à ces pièces-là. C'est ce que tu dis? Ça. OK. Pour faire la réparation. Oui. OK. Parce que sinon, c'est des véhicules jetables. Oui. Tu sais, comme 100%. là, des fois, il faut être vraiment créatif. Là. Le manufacturier lui-même ou le concepteur travaille toujours en fonction de garder sa clientèle captive. C'est de la rétention pour assurer le service. Dans le cas d'Ingenex, la façon qu'ils travaillent, c'est faut installer le climat de confiance de la nation par son expertise, par ses services. C'est sûr que ça va se faire graduellement, mais quelque part, il faut faire confiance. Après ça, mais dans le parcours, tout
la vie s'ajuste, le système s'ajuste, mais il reste que les assureurs, au niveau des règlements, sont coincés par des politiques de manufacturiers. Ouais. À partir de là, on a d'autres solutions qu'on peut développer, mais quand tu es le premier à faire les choses ou à développer des choses, c'est toujours, de te faire connaître, prouver... c'est tough, là. Oui, c'est pas facile. Il faut prouver le talent, il faut prouver le service, il faut remettre des garanties. Il y a un tas de trucs, là, puis c'est toujours les premiers qui essayent. C'est sûr que tu peux te casser la gueule à un moment donné, une fois ou deux, mais qui se la casse pas puis qui se relève pas. Mais reste que c'est une solution qui est pour le futur, en fin de compte. C'est juste bon pour l'industrie puis pour tout le monde. C'est en ligne avec le but initial qui est environnemental, écologique, électrifier tous nos transports en commun, mais ça va avec la réparation des batteries. Parce que là, si on dit un message à contresens, acheter un véhicule électrique, mais quand on va penser qu'il y aurait possiblement un dommage à la batterie, on va le scraper. Et où l'écologie là-dedans, il n'y en a pas. Le but, c'est pas de travailler contre un manufacturier, contre des concessionnaires, ou c'est de trouver une façon de s'arrimer pour les industries. Comme je disais tantôt, pour ne pas me répéter, assureurs, concessionnaires ou même carrossiers, il faut trouver une solution pour diminuer ces frais-là en gardant la qualité, les garanties, les services. Mais il faut que l'industrie l'accepte. Puis la confiance, comme je disais tantôt, c'est ça. Faut pas... Pour ça, des fois aussi, je mets des choses en lumière au grand jour, des aberrations. J'ai pas mes lunettes roses que le véhicule électrique, c'est parfait. Non, loin de là. Je veux dire, j'adore cette technologie-là, mais pour qu'elle soit massivement adoptée, il faut changer la façon de faire. Parce que si tu as une batterie de 4256 cellules à l'intérieur, des petites cellules, tu en as une qui lâche, puis la manière qui a été conçue, il n'y a aucune façon de la réparer. C'est complètement fermé et on va dire gelé dans, on va dire, une mousse époxy. Ben là, on n'est pas avancé là, parce que ça rend impossible la réparation, puis ça coûte une batterie à 20 000 et plus tout le temps. Non, c'est ça. Il faut changer, que les manufacturiers changent de façon de faire, de concevoir pour les rendre réparables. C'est comme si, je donne un exemple, dans un véhicule à essence, tu ne pouvais pas remplacer les bougies. C'était impossible à remplacer une bougie. Fait que si tu as une bougie qui lâche, ben, ça te prend un moteur. Ça prend un moteur, puis ça coûte 10-12 000. Ben non, c'est impensable. Mais pourtant, ça se fait dans les véhicules électriques. Fait que, puis c'est ça qu'il faut changer. Ben, il faut changer la mentalité de la façon de réparer, puis changer la façon de concevoir ces véhicules-là. La bonne nouvelle dans ça, c'est que là, maintenant, ça ralentit un petit peu. Puis tous les acteurs ont vécu la réalité des véhicules électriques. Les garages de mécanique, les carrosseries, les recycleurs, les gens comme toi qui amènent des solutions, tous les acteurs présentement ont des choses à dire. Ouais. Et je sens que les dirigeants ou les gens qui pourraient amener ce changement-là ils ont une ouverture. Parce que les assureurs ont un mot à dire, les entreprises comme toi ont un mot à dire. Fait que, tu sais, si on était capable de tout le monde s'asseoir autour de la table, puis de dire, OK, c'est quoi votre réalité? Puis maintenant, comment on peut en arriver à ça? Je pense qu'on tous les gens en seraient vraiment gagnants parce que les véhicules électriques sont là pour rester. Ouais. Est-ce qu'on peut agir de façon différente et mieux? Je crois que oui. Mm-hmm. Ben oui, effectivement, je suis à la même place que toi parce que c'est quand même bon. Je pense qu'il y a un ralentissement. Ça va me permettre de regarder, OK, qu'est-ce qu'on a fait? Puis apprendre de ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Ben, mal fait en tant que même société parce que tu sais, le gouvernement a massivement investi dans plusieurs technologies qui n'étaient pas assez matures, a trop cru, a voulu imposer puis pousser dans la gorge des consommateurs, même les autobus scolaires, d'interdire la vente de véhicules scolaires autres qu'électriques. C'était une aberration encore là, selon moi. Le marché n'était pas prêt, la technologie n'était pas encore, il n'y avait pas encore assez de joueurs dans l'industrie. Même chose que ce soit, il y a certains véhicules récréatifs. Il y a beaucoup de projets, même l'interdiction de vente de voitures électriques, l'objectif, la cible en 2035. Là, ça venait brimer les consommateurs. Là. Il y a une grosse partie de la population qu'eux autres, il n'y en a pas question, tu ne me pousseras pas dans la gorge. C'est comme si demain matin, on arrêtait de vendre du bacon. Là.
parce que c'est pas écologique, je veux dire. Ouais. Je veux la santé. Puis c'est parce que la réalité de tout le monde est différente. Je veux dire, il faut que tu sois capable d'avoir un mode de vie qui est adapté à ton véhicule électrique. Là. Ouais. Viens pas me faire croire que la personne qui vit en région, qui fait 1000 km par semaine parce que tout est loin, elle peut se permettre d'avoir un véhicule électrique puis trouver ça le fun. Là. C'est pas encore accessible à tout le C'est monde. ça. Puis le prix est pas encore accessible à tout le monde. Là. Exact, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait 5000 km par année, puis il travaille à 10 km de chez lui, mais que des fois, il va voir sa famille en Gaspésie, c'est pas le véhicule idéal pour lui. Là. Non, c'est Puis ça. même point de vue écologique, là, parce que, tu sais, quand même, l'empreinte écologique d'un véhicule électrique à la fabrication, faut que tu fasses du kilométrage. Tu sais, comme moi, je fais comme 35-40 000 km par année. Pour moi, ça fait plein de sens. Mais quelqu'un qui fait 5000 km par année, encore là, même l'hybride branchable a encore sa place pour encore une couple d'années. Puis là, c'est ça, je disais que faut. Tu sais, en 2021, 22, 23, là, c'était la course. Là, tout le monde était parti. Là, tout le monde est devenu expert en véhicules électriques. Puis il y a plein d'entreprises que c'était vraiment un investissement massif. Le monde voulait comme participer à ça, voulait. Fait que c'est allé trop vite, je pense. Là, c'est le temps Prendre de... un pied de recul pour avancer de deux, ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais, Puis tout à fait. c'est un peu géopolitique parce que Exact. mondialement, la vente de voitures électriques en 2025, là, ça a augmenté de pas loin de 20%. Mais en Amérique du Nord, c'est quasiment une diminution de 50%. C'est énorme. Fait que la différence, on le voit. Puis c'est vraiment politique. Est-ce que tu crois que la venue des véhicules électriques chinois va augmenter le pourcentage de vente des véhicules électriques au Québec? Ben oui, parce que ça va s'adresser à une clientèle différente. Ouais. C'est pas tout le monde qui a 60 ou 80 000 à investir. Tu sais, quelqu'un, une famille là, de 3 enfants, puis ils veulent avoir comme une espèce de VUS. Il n'y a rien en bas de 90 000 si tu veux une voiture 100% électrique, là, pour un véhicule familial. Là, dans les véhicules chinois, tu vas avoir des véhicules à 30 40 000 Plus abordables. Plus abordables. Plus accessible, c'est Plus ça. accessible, mais tu sais, encore là, 49 000, un quota par année, j'espère que ça va changer, ça va évoluer. Parce que c'est pas beaucoup pour le Canada en entier. Tu sais, ils se vendent 2 millions de voitures par année au Canada. Puis quand tu regardes le coût moyen d'un véhicule aujourd'hui, ça a doublé. Ça a passé de 30-35, on y est rendu dans le 60, 65. C'est assez important. Ouais. Mais tu sais, il se fait des bons véhicules chinois. Là. Moi, je vois ça d'un bel œil. Tu sais, je vois ça positif, là, cette ouverture-là. Mais encore là, il faut faire attention parce que là, les concessionnaires, ça va être important. Tu sais, puis l'après-marché. Donc là, c'est les compagnies qui veulent importer des véhicules ici, il faut mettre, je pense, des barèmes. Il faut être plus strict sur la façon que tu vas distribuer et supporter ces véhicules-là. Je suis optimiste pour l'industrie de la carrosserie, en fait, face aux véhicules électriques, parce que je sens que tout le monde emboîte le pas, là, tu sais, comme les techniciens sont plus formés, on sait maintenant c'est quoi ces bébites-là qui rentrent. Ouais. Les dirigeants sont ouverts à dire, OK, ben allons dans cette direction-là, tout le monde ensemble, et écoutons les gens. Ouais. Est-ce que tu reviendrais en arrière? Tu sais, est-ce que des fois, tu es fier? Est-ce que tu reviendrais en arrière? Tu ferais des choses différentes pour Ingenex? Est-ce que tu fais ça comment, toi? Tu vois ça comment pour le futur? Pas du tout. Là. Je pense que c'est notre force. On s'est adapté au marché. OK. Mais non, je ne regrette vraiment pas de tout ce qu'on a fait, ce qu'on a développé. Puis on sait quand même, on est très diversifié. Même des fois, on était trop diversifié. Donc, OK. il a fallu ramener ça un petit peu. Puis, mais c'est ça, avec les conversions aussi, là, c'est qu'on a plein de types de marchés, des marchés industriels. Tu sais, les véhicules aéroportuaires, on en a fait beaucoup, des conversions de véhicules aéroportuaires. Fait que là, on a des marchés dans le domaine de la carrosserie, de la mécanique, des particuliers qui veulent pousser le Tesla. C'est assez diversifié. Mais non, je regrette vraiment pas. Mais comme tu l'as dit tantôt, les carrossiers, tu vois ça du bon œil aussi. D'un bon œil je pense que les assureurs aussi commencent à changer leur thinking. On est en discussion avec plusieurs assureurs présentement pour faire les choses différentes. Moi, ce que je leur conseille souvent, c'est parce que les primes des véhicules électriques, les primes d'assurance ont explosé. Là, ça a comme quasiment quadruplé là, en quelques années. C'est incroyable, ça.
Puis je comprends parce que... Oui. Perte totale. Ben, c'est ça, perte totale à rien. Ça Il se y en a fait. beaucoup trop, là. C'est ça, exact. Est-ce qu'on pourrait offrir, moi, je serais le premier là, à prendre une assurance qui me coûte 4 fois moins cher, mais que c'est pas une valeur à neuf, puis qui permet la réparation, puis pas nécessairement la réparation du manufacturier, là, tu sais. Parce que c'est ça, le problème, c'est que les assureurs se fient 100% au manufacturier. Puis c'est le manufacturier qui dicte Les règles. les règles. Avec les Ouais. normes, procédures. Exact. Même Exact. si des fois, ça fait aucun bon sens. Mhm. Tu sais, t'as un dommage avec 3-4 pièces endommagées dans le devant, ce qu'on appelle dans le langage un peu de vaisselle. Tu sais, t'as rien d'imposant. Puis t'as un petit dommage de rien sur une batterie. Fait que ça va défoncer le prix de la valeur du véhicule. Fait que pour un petit dommage dans une batterie, quand que le véhicule serait probablement récupérable ou réparable, mais il devient perte totale. C'est ça qui fait exploser Ouais. les primes. Puis, C'est plus que ça, là. C'est des graphiques sur le couvert de la batterie, Ouais. puis le Ouais, véhicule est perte totale. style un C'est peu, là, direct, tu sais, là. On pour, prend même pas le risque de peut-être l'ouvrir puis voir s'il y a des dommages Ouais. dans les cellules. Il y a des graphiques, fini. Mais on comprend Ouais. les manufacturiers qu'ils n'aiment pas faire jouer dans leur développement, dans leur bebelle. C'est un peu normal. Mais quand c'est fait de façon correcte puis professionnelle, moi, je vois pas la problématique. Quand ça peut se faire de façon professionnelle, puis... Avec des experts, là, je veux dire, c'est des Exact. ingénieurs. Là. Si Exact. l'ingénieur est capable de la construire, il est capable de la réparer. Là. On n'est pas... Puis, tu sais, c'est pas tant de la réparation que du remplacement de cellules, là, à moins que je me trompe, mais sûrement qu'il y a de la réparation. Tu sais, tantôt, tu parlais Ouais. de soudure, des de circuits fil imprimés et qui tout. peuvent remplacer, des petits trucs anodins. Ben, qui peuvent tu parles faire. des couverts. Ben, ton exemple que justement, le boîtier de la batterie graffiné ou une bosse, là, Ouais. ben, c'est ça, ça arrive trop souvent, là, Ben que oui. le véhicule est scrappé à cause de ça. Puis, parce que le couvert se remplace pas, parce que le boîtier de la batterie n'est pas disponible chez le manufacturier. Ils n'ont pas de solution pour remplacer ça ou ils n'ont pas conçu pour être réparable. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on fait, là. On est en projet pilote et on fait vraiment comme plusieurs réparations de batteries, surtout dans les Tesla, mais dans les autres marques aussi. Nous, finalement, en démontant des batteries pour les pièces, puis pour faire des projets de conversion, on met la main sur plein de composantes qu'on les garde pour être capable de réparer. Donc, présentement, une batterie Tesla Model 3 que personne n'avait un peu l'expertise pour réparer ça, nous, on l'a maintenant. On est capable de soit remplacer des modules, soit remplacer des composantes à l'intérieur, ou même le boîtier en entier. Mais ce qui rend ça, c'est en ayant des pièces usagées. Parce que, comme je disais, on peut pas acheter le boîtier. Mais ça, il faut que ça change. Mais le boîtier, là, à la limite, est en plastique, là, je veux dire... Ben, qu'il soit en aluminium, en acier, on est capable de le réparer aussi, le couvert de la batterie, non? oui. Mais le problème, c'est que si l'assureur appelle le manufacturier, puis les autres, ils disent non, Pas touche. l'assureur va pas prendre le risque. Exact. Je comprends. Mais c'est en train de changer. Mais il faut que ça change, parce que sinon, on s'en va dans le mur. Puis ça va freiner l'adoption du véhicule électrique, avec raison. MagExpress est votre partenaire numéro 1 pour la remise à neuf de roues. Leader dans son domaine, MagExpress s'engage à offrir un service rapide et impeccable en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Avec l'acquisition récente du centre de la roue à Longueuil, MagExpress renforce sa présence à travers le Québec, avec des ateliers à Sherbrooke, Calixa-la-Vallée et Québec. De plus, leur flotte de camions leur permettent de vous desservir partout où vous êtes. Clients commerciaux, simplifiez vos opérations en utilisant la commande en ligne pour planifier le ramassage de vos roues et accéder à votre historique de commande en quelques clics. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Chez Unipièces OIM, ils ont une mission claire, accélérer votre temps de cycle et faciliter votre travail chaque jour. Avec leur centre de recherche BO, 3 experts trouvent pour vous les pièces manquantes partout au Canada, souvent livrées en moins de 24 heures. Avec des escomptes chez des concessionnaires avec qui vous n'avez jamais fait affaire. Et si un imprévu retarde une livraison, ils vous remboursent jusqu'à un maximum de 5 jours de véhicule de courtoisie. C'est la garantie de service Unipièces OIM. Besoin d'un retour rapide, leurs représentants récupèrent vos pièces. Besoin d'une livraison urgente, ils sont là. Besoin d'aide avec l'approvisionnement, c'est leur spécialité. En plus, toutes les pièces d'origine sont garanties à vie et ils négocient les meilleurs escomptes du marché. Unipièces OIM, c'est 297 concessionnaires, une équipe dédiée et un seul objectif, que vos réparations avancent plus vite. Pour en savoir plus, unipièces.com. J'essaie de penser aux consommateurs, tu sais. Hey, ça fait peur, là. Ouais. Imagine, là, tu sais, comme ton véhicule, t'es content d'acheter ton premier véhicule électrique, mettons, puis là, pour
X raison, un petit accrochage, tu es obligé d'en acheter un autre parce que la batterie coûte tant. Puis tu sais, tu te dis à long terme, cette batterie-là, va falloir que je la remplace. Ça va me coûter combien la remplacer? C'est ça, c'est quand même inquiétant, là. Vraiment, parce que, tu sais, des fois, c'est un gros montant, là. Les véhicules, c'est rendu tellement cher. Les maisons, oui, aussi ont explosé, mais le prix des véhicules, c'est le deuxième plus gros investissement, là, la deuxième plus grosse dépense, du moins. L'assureur ne peut pas prendre le risque pour un assuré. Il faut que ça soit réparé suivant les normes. Toujours plus, jamais moins. Mais il y a l'effet risque ou l'engagement d'un assureur par rapport à son assuré. Fait que lui, il est obligé de respecter des règles. Mais ces règles-là sont dans le béton puis ça ne bouge pas. Dans sa décision, l'assureur est coincé. Fait que c'est juste ça qu'il faut probablement amener ou penser autrement. Tu sais, un boîtier, ça se débosse. On est capable de... Les carrossiers sont capables de débosser un aile ou de remplacer un aile. Un boîtier, ça pourrait se faire. Avec l'expertise qu'ils ont développée au niveau de l'électronique, s'il n'y a pas de dommages, il n'y a rien de touché, puis c'est une petite bosse, mais là, tu la débosses, puis tu la remets, puis c'est fini, puis c'est surtout le risque. Ton véhicule. Mais le risque, c'est ça. C'est le risque. Exact. Puis là, ça fait peur à tout le monde, les batteries. Là. Bien, tout à fait. C'est différent, là. Un moteur à essence, on connaît. Ça fait 100 ans qu'on roule avec des voitures à essence, des moteurs, on connaît. Mais là, les batteries, c'est nouveau. C'est une technologie que ça fait peur à bien du monde. Mais ça aussi, c'est juste une question de formation, éducation, puis façon de faire. Puis grâce à vous qui partagez l'information que c'est possible, je pense que les mentalités vont s'ouvrir. Tu sais, ça peut pas rester carré, fermé comme ça. Je crois que les manufacturiers vont emboîter le pas, c'est sûr et certain. Oui. Parce que l'industrie développe à une vitesse... phénoménale. À TGV, à très grande vitesse. Ouais. Mais c'est parce que je dis toujours dans mon expression, il faut que les bottines suivent les babines. Mais à un moment donné, là, dans l'application, tu développes, tu vends, c'est sur le marché. Il se passe quoi après? Ça prend des gens comme Guillaume ou des entreprises comme Ingenex pour changer, voire améliorer, descendre les coûts ou les contrôler. C'est un peu notre vision aussi, nous autres, chez Unipièce, de faire en sorte qu'on s'associe à des gens pour améliorer le sort de tout le monde. Puis, le message des gouvernements, tu sais, au début, là, quand que les millions ont été investis dans les entreprises pour les véhicules électriques, là, tu sais, c'était... on veut que le Québec devienne un exemple mondial. Mais je pense que la réparabilité des batteries, tu sais, de construire l'industrie d'après-marché, je pense que c'est là qu'on devrait mettre nos efforts à dire devenons un exemple mondial de l'après-marché sur les véhicules électriques. Vraiment, parce que on n'a pas, tu sais, au Québec, on n'a pas d'usine vraiment. On a voulu investir, que des usines s'en viennent, ça a été un flop malheureusement, pour plein de raisons encore là. Géopolitique, tout ça, mais aussi que peut-être les experts étaient peut-être pas si experts que ça. Donc là, on a investi. Tu sais, puis je comprends, là, les Québécois, d'être vraiment, là, il y en a qui sont vraiment fâchés là, de l'électrification des transports. Puis il y a une espèce de haine envers les véhicules électriques. Puis je peux un peu quand même les comprendre parce que tu regardes ça d'un œil extérieur. Il y a des, tu sais, c'est quasiment pas loin d'1 milliard qui a été perdu. Malheureusement, c'est l'argent des contribuables. Mais c'est ça. Il faut changer la façon peut-être d'investir. Puis c'est vrai que l'après-marché, on peut devenir un leader. Fait que si on n'a pas les usines, mais on peut quand même devenir des leaders dans l'après-marché et dans la réparation. On n'a plus de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant qu'on termine? Écoutez, c'est les gens qui se sentent interpellés dans ce milieu-là, que ce soit les carrossiers, les garagistes, même des concessionnaires. Contactez-nous. Puis si vous cherchez des solutions, des fois, on peut peut-être au moins arriver avec une solution. Ah, tout à fait. Bien, merci, messieurs. Merci du partage de vos entreprises, de votre représentation, puis de vos informations que vous partagez. Je pense que c'est en parlant puis en écoutant des gens qui, comme toi, ont osé, comme toi aussi, s'associer à des entreprises qui, pas nécessairement dans votre champ d'expertise, mais tu sais, que vous partagez puis que vous complémentez au niveau de l'expérience puis des ressources que vous avez. Je pense que c'est tout à votre honneur. Merci pour votre participation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue, puis bonne fin de journée.